きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Pour ce Bada Shonenjo en solo, je vous ai préparé un petit sommaire qui va vous donner peut-être envie de rester en ma compagnie. J'ai envie de commencer cette vidéo avec les annonces actus et autres dramas autour des maisons d'édition. Je vais continuer avec un petit retour de lecture des nouveautés, donc des tomes 1, puis un retour de lecture des séries en cours. Je tiens à faire un petit point sur le FIBD d'Angoulême 2025 avec ses expos et ses invités manga. Et puis ces deux saisons, je vais faire un petit point sur mon rendez-vous du dimanche, car en ce moment je regarde pas mal d'animés, l'air de rien. Et pour conclure, avec une reco manga et une reco comics, histoire de récompenser les plus courageux. Alors 2024 se termine, 2025 s'annonce, voyons ce qu'il en est chez nos maisons d'édition préférées, entre actu, annonces et autres tralala. Chez Kana, une star édition pour Samurai Deeper Kyo a été annoncée. Je devine que ça fait plaisir à plus d'une personne, mais je vous avoue que je n'ai jamais trop apprécié ce titre. Mais bon, ça fait plaisir à certains, tant mieux. Tant qu'on y est, si je devais souhaiter une star édition pour remettre en avant une collection, je proposerais bien Inuyasha, paru en 56 tomes. Alors je sais bien que beaucoup militent pour qu'il sorte la série en version Kazenban, Perfect Deluxe, tout ça là. D'ailleurs, elle est, me semble-t-il, déjà sortie en Espagne et en Italie, mais je suis désolé, je vais faire mon rageux. Et je rappelle que la ligne éditoriale de Kana doit privilégier la Star Edition pour permettre aux plus jeunes de découvrir la série et à moindre coût, comme ça a été le cas avec Slam Dunk et Yu Yu Hakusho. Ah oui, il n'y a pas de raison. Je sais que beaucoup espèrent Yu-Gi-Oh! Paru en 38 tomes. Alors, il me semble que ce serait tout ce qu'il y a de plus logique. En vrai, tout ce qu'il y a de plus logique. Tant pour l'hommage au mangaka, tant qu'à la nécessité de proposer cette série dans un nouvel écran. La question pourrait se poser pour Bakuen Reto, paru en 18 tomes. Si la Star Edition propose des chapitres inédits comme la dernière édition au Japon, je ne dirais pas non, à condition qu'on puisse conserver la qualité et les pages couleurs de l'édition actuelle. Sinon, autant se contenter de celle-ci que je trouve irréprochable. Dans l'esprit, je devine que le principe de la Star Edition, c'est de proposer un nouveau découpage d'une nouvelle collection déjà parue au Japon, afin de remettre la série en avant dans les librairies. Alors, je ne suis pas à jour en ce qui concerne les dernières éditions parues au Japon, mais j'ai envie de sélectionner les titres faisant partie du fond de catalogue de Kana, ayant le potentiel d'être édités en Star Edition. Je pense à Psyren en 16 tomes, à Bakuman en 20 tomes, à Letterby en 20 tomes également. Par contre, Galaxy Express en 21 tomes, ça va être compliqué. Je verrai plus une nouvelle édition dans la collection Sensei, pour rejoindre Albator et Queen Esperalda. Il y a Assassination Classroom en termes de vente, en 21 tomes, mais en vrai pas besoin, c'est déjà dispo sur tous les étals, surtout pour la jeunesse. Il y a Arms en 22 tomes, mais je crois qu'il n'y a plus la licence chez Kana. Pareil pour Psychometer Edgy en 25 tomes, mais il n'y a plus de licence. Par contre, Noura, le Seigneur des Yunkai, en 25 tomes, serait parfait pour une Star Edition. Il y a Shirayuki aux cheveux rouges en 26 tomes, mais le problème de cette série, c'est qu'elle en attend tant en France qu'en Japon. Donc pas fini. Il y a Bazara en 27 tomes, mais plus licencié chez Kana. En shoujo, on a quand même Sawako en 30 tomes. Ça pourrait être pertinent de reparier sur elle, mais il me semble que ça a été assez compliqué de finir la série. Il y a Angel Voice en 40 tomes, ce qui pourrait être pertinent. Prince of Tennis en 42 tomes également, ce serait parfait pour une Star Edition. Et puis il y a Zipang en 43 tomes, mais je pense plus que ça soit licencié chez Kana. Sinon il y a Doraemon en 45 tomes, je pense que ça pourrait être pertinent, ainsi que Ushijima, l'usurier de l'ombre, en 46 tomes. Et pour Gintama, qui est en 77 tomes, je pense que ça sera quand même beaucoup trop compliqué. Mais à part ça, licence qui n'a nul besoin d'une Star Edition, c'est la Saint Seiya Final Edition, qui propose des chapitres inédits, une absence des pages couleurs pour une uniformité du noir et blanc, et normalement une nouvelle traduction fidèle aux changements opérés par Kurumada lui-même pour cette édition. Je dis bien normalement, puisque Kana confirme son erreur et nous invite à échanger notre exemplaire lorsqu'une réimpression revue et corrigée sera disponible. Bien sûr, on peut saluer la réactivité et le service après-vente de la maison d'édition, mais comment peut-on en arriver là?
pas étonnant que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de changements que ça dans la nouvelle traduction, qui se jouait sur des détails, puisque les véritables changements de texte du mangaka n'ont tout simplement pas été incorporés au bouquin. Dans tous les cas, c'est fou que ce soit passé crème, surtout que ça faisait partie des arguments, enfin des principaux arguments de vente de cette Final Edition. Et il a fallu que cette erreur soit remontée par un consommateur. Tout espère de l'œuvre qu'il soit. Mis à part ça, on attend toujours l'annonce officielle de la dernière acquisition Furio, tant attendue par tous les fans du genre. Chez Kiyun, il y a l'annonce d'une Perfect Edition pour Pandora Hearts, alors une licence que j'ai jamais pris le temps de découvrir, au même titre que les Mémoires de Vanitas, de la même autrice, Mochizuki Jun. Ce serait peut-être une bonne occasion de mater les premiers épisodes de l'anime disponible sur Netflix, et je crois même que les Mémoires de Vanitas sont sur Crunchyroll, histoire de me donner envie ou pas. Après, c'est un titre qui joue d'une excellente réputation, avec un certain succès critique. Alors pour sûr, en ce qui concerne la Perfect Edition, que ça va aussi se jouer quand j'aurai le produit entre les mains, je suis très curieux de voir ce que nous réserve Kiyun pour sa première véritable Perfect. En parlant d'édition de luxe digne d'une Kazetban, Kiyun annonce une réimpression de Aria Masterpiece. Qui l'aurait cru alors qu'il était annoncé au moment de la parution qu'il n'y en aurait pas? En vrai, rétrospectivement, c'était un bon argument promotionnel de dire que ce ne sera pas réimprimé, ça a joué sur nos peurs. Bon tant mieux pour ceux qui hésitaient, au final, ça reste une bonne nouvelle. Kiyun annonce également le prochain Gutanabe avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Chats d'Ultar, qui sortira pour le Festival international de la BD fin janvier. Perso, j'attends encore le coffret de la trilogie de l'Abomination de Dunwich pour me lancer sur sa dernière série, parue en France. Seulement, il ne me semble pas avoir eu d'annonce pour les fêtes de Noël, ce qui me semble pourtant être le bon moment pour sortir le coffret cadeau qu'on retrouve au pied du sapin de Noël. Je croise les doigts pour Angoulême, puisque Gutanabe sera mis à l'honneur cette année. Ça aussi, on en reparlera plus tard. Depuis le temps que j'attends que Kiyun annonce cette licence, le retour de Paru Tagaki est officiel avec son manga Sanda. Alors je suis assez fan des dessins et de la narration de la mangaka. Si j'avais vendu mon intégrale de Beastar pour privilégier son format numérique, c'est avec le souhait qu'un jour la maison d'édition nous propose un format plus grand et pourquoi pas avec des pages couleurs dignes d'une Kazenban. Je compte aussi sur eux pour publier d'autres titres de Paru Tagaki. Pour revenir à Sanda, Kiyun aura tout de même attendu que la série se finisse au bout des 16 tomes avant de l'annoncer. A partir de là, j'espère que le rythme de parution sera bien bimestriel. Je ne sais pas du tout de quoi parle le manga, j'ai fait en sorte de ne rien savoir pour avoir le plaisir de la découverte. Alors on se donne rendez-vous en 2025. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé la rencontrer avec sa tête de poulet à Angoulême. Chez Meian, c'est une vague de manga de baston qui sort début décembre avec la fin de The Breaker New Wave et les suites de The New Grappler Baki, Kengan Omega et Out. C'est full baston et ça c'est bon. À côté de ça, sort leur premier manga de sport et j'espère pas le dernier avec B-Blues, un manga sur le football qui jouit d'une très bonne réputation sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont abonnés à Baki, The New Grappler et Kengan Omega, faites de la place dans votre boîte aux lettres car c'est lors de ces envois que vous recevrez en cadeau les box et tous les goodies inclus dedans. En vrai, j'aimerais tellement que Meian puisse nous proposer des coffrets optionnels pour leur série finie, idéal pour faire un peu de place sur mes étagères. Je pense principalement à Shigurui, les Sek Ninja Difu, Escala Yokohama et Gannibal. Voilà, pour ne citer que. Ici, on en veut toujours plus. Chez Mangetsu, je me rends compte qu'actuellement j'ai bon nombre de séries en cours chez eux, Awashi, Red Blues, The Alpine Climber, Ace of Diamond. En plus, pour un bon nombre, ce ne sont que des mangas de sport et ça j'adore. Mais il y a aussi Jimbosho Sisters, Land, The Blue Flowers and the Cermis Forest et tous ces titres sont tout bonnement excellents. À côté de ça, depuis la sortie du titre Carnage, j'ai stoppé la collection des Junji Ito et j'en ai même revendu une bonne partie. Les recueils d'histoires courtes de Junji Ito continuent de paraître à un rythme régulier. D'ailleurs, pour 2025, il est prévu de conserver 6 sorties à l'année, dont un artbook et un roman, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Mais je tenais tout de même à m'arrêter avec vous sur le dernier titre édité par la maison d'édition, le manga Tombe.
sachant que rien que dans ce recueil d'histoires courtes, on retrouve 4 histoires déjà éditées dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1 et 2. Alors, je peux entendre que ça a du sens qu'on puisse retrouver en doublon les récits présents dans ces 2 tomes, puisqu'ils sont tirés des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Par contre, je m'interroge maintenant sur la pertinence d'avoir édité ces best-of au début de la collection. Ça donne surtout l'impression de traire les consommateurs de la première heure comme des vaches à lait. Car c'est pas la première fois qu'on retrouve des doublons à travers les autres recueils de Junji Ito. Mais bon, on va pas rajouter de polémique plus qu'il y en a actuellement avec iComics, la branche comics du groupe. Quoique, on en reparlera plus tard, ça aussi. Chez Delcourt Tonkam est enfin sorti le coffret Rumiko Takahashi qui incorpore les 5 tomes des nouvelles histoires courtes de la mangaka avec 3 rééditions et 2 inédits. Alors, il y a un 6e recueil d'histoires courtes qui est sorti au Japon, on aura peut-être le plaisir de le découvrir à l'avenir dans cette même collection. Bon, par contre, il n'y aura pas de place dans le coffret, bah ça c'est un peu ballot. Je n'ai pas encore eu la chance de le prendre en main, mais d'après les retours, le coffret est de bonne qualité, il n'y a pas de faute d'orthographe majeure sur le nom de l'autrice par exemple, et le papier semble assez opaque. On peut se poser un peu quelques questions sur les pages couleurs absentes ou présentes, voilà, on comprend pas trop. Donc tous les feux sont au vert pour se jeter dessus. A savoir que le coffret coûte 42,50 € et que vous pouvez retrouver chacun des tomes à 4,99 € en version numérique, donc à moins de 5 €. Alors que demande le peuple? Bah faites-en autant avec Mitsuru Adachi. Chez Panini, que dire? Bah depuis que la fabuleuse réédition du pas moins sublime Lone Wolf and Cub est finie, bah ça me laisse un vide aussi important que le format prestigieux de cette réédition. Alors au niveau du manga patrimonial, ils ont fait fort en proposant une jolie édition moyen format du manga Le Dit du Genji. J'espère que cette licence trouvera son public. Pour ma part, je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore lu. Mais je ne peux m'enlever de l'esprit quel manga mériterait une édition comparable à celle de Lone Wolf and Cub. Et là tout de suite, ça va pas faire plaisir à Kana car je pense à Kamuiden. Encore un manga historique, mais qui ne devait plus jamais être édité en dehors du Japon depuis le décès de son auteur, afin que sa famille ne soit pas importunée par les gestions de ses œuvres en tant qu'ayant droit à l'international. Sauf que depuis la donne a changé, puisqu'une nouvelle édition a vu le jour en Angleterre, de quoi faire baver de jalousie le reste du monde, et en particulier les Français, ou les franchises. Vraiment, j'aimerais bien que Panini se positionne sur cette licence afin d'étoffer cette collection aux côtés de Lone Wolf and Cub, même si je suis bien conscient du risque financier que cela demande. Je ne sais pas si de votre côté vous pensez à une autre licence digne d'un tel écrin. Pour ma part, j'aurais bien vu du Hiroshi Hirata, d'autant plus qu'on n'a plus aucune nouvelle des soi-disant rééditions leakées un temps par Amazon. Mystère. Chez Pika, c'est un peu le calme plat. Il y a bien quelques titres de la collection Pika Graphics qui sont sortis ces derniers mois et qui sont notables. Sinon, les titres de la collection Masterpiece sont, eux, encore en cours. Il y a donc très peu de chances qu'on ait des annonces tant que les rééditions de Roukadenichi Blues et Nodame Cantabile n'arrivent pas à leur conclusion. Avec 15 tomes sur 25 pour Roukadenichi Blues, on peut compter, et ce dans le meilleur des mondes, encore 20 mois de parution. Et avec 5 tomes sur 13 pour Nodame Cantabile, on peut compter au minimum 16 mois de parution. Donc on pourrait se dire qu'il faudrait encore attendre au moins 2 ans avant que Pika nous annonce potentiellement les mangas Rookies et Usho Tutora dans cette même collection. Seulement, et arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que lorsqu'on acquiert les droits d'exploitation d'une licence, on doit impérativement sortir le tome 1 dans les 3 ans qui suivent la signature, selon les contrats. Bon, je peux me tromper et dire que des bêtises, mais on a peut-être une chance d'attendre moins longtemps. Et mettons l'hypothèse que Pika a acquis les droits de Rookies en même temps que Roukadenichi Blues. Ce dernier est sorti en 2022, on peut donc espérer une annonce potentielle en 2025 pour Rookies et idem pour Usho Tutora. Car il me semble que certains libraires avaient été mis dans la confidence à la même période. Et 2002 correspond également à la sortie de la Perfect Edition de Karakuri Circus chez Meian. Alors, ne tirons pas des plans sur la comète, il paraît que ça porte malheur. Chez Glénat, je retiens uniquement qu'une édition similaire au tome 41 collector de Berserk verra le jour en 2025. Sinon, je vois pas trop d'actualité autour de Glénat, si ce n'est le revival des séries d'Akira Toriyama avec la Perfect de Sunland et la version couleur de Dragon Ball.
En vrai, chez Glénat, je ne jure que par le manga Blue Giant, avec sa partie Blue Giant Explorer. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir par la suite Blue Giant Momentum, et qu'on soit à jour avec la parution au Japon, un peu comme pour Berserk, voilà. Sinon, il serait peut-être temps de nous proposer les derniers chapitres du manga Dream Team, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De ce que j'ai compris, il date quand même de 2019. Chez Kurokawa, hormis la sortie improbable et totalement inespérée de l'excellent manga de sport Ansel Sakamichi, donc un manga dont le récit est autour des courses de vélo, qui compte à ce jour 92 tomes parus au Japon, c'est quand même une dinguerie quand on y pense, qu'il se soit investi là-dedans quand on sait que c'est quand même la maison d'édition française qui publie déjà le manga avec l'apparition la plus longue. Et oui, ils sont déjà au tome 136 de Hajime no Ippo. Moi je vous le dis, les mangas de sport, c'est la vie. Mais bon, à côté de ça, rien de neuf. Ça aurait été quand même assez cool, un petit projet autour de la licence Hajime no Ippo, genre un artbook ou un collecteur grand format du tome 1, histoire de prendre la température. Qui sait, un très grand format tome double avec un soin apporté à la fabrication, ça pourrait en convaincre plus d'un, on ne sait pas. Sinon, leur dernière édition perfecte, c'est leur réédition en cours de Soul Eater avec 8 tomes sur 17 de parus. Par contre là, on est plus sur un rythme trimestriel. On peut donc compter au minimum 27 mois avant que celle-ci se termine. Et peut-être que leur priorité se comporte sur leur collection Kurosawa qui semble trouver son public. Chez Akata, s'il y a bien une collection qu'il faut saluer, voire soutenir, c'est la collection Héritage. Ce mois-ci sort le titre Hey Girl, que je compte bien procurer à l'occasion. La plupart des titres de cette collection ont une portée historique dans le shoujo manga que je trouve très intéressant à découvrir. Un intérêt qui avait déjà été attisé chez moi avec des titres tels que Le cœur de Thomas et Très cher frère, ainsi que La rose de Versailles. Donc c'était une bonne nouvelle pour moi d'enfin pouvoir lire le fameux Clan des Pots et toujours un peu plus de la bibliographie de Moto Hagio. Il me semble que les prochains titres de la mangaka apparaissent sont Star Red, une œuvre qui est beaucoup revenue lors de l'exposition de la mangaka à Angoulême, puis une réédition du manga Le cœur de Thomas. En attendant, je dois encore me lancer dans la lecture de Barbara que je n'ai pas encore commencé, puis pour sûr, je me procurerai Hey Girl, comme ça a été le cas avec Autant on porte la brume et Confidence d'une prostituée. Tiens, en parlant de titres qu'il faut que je lise chez Akata, il faut que je reprenne mes lectures de Saturn Return, d'autant plus que le 10e et dernier tome est sorti. Je crois que je me suis arrêté au tome 5 et j'avoue que je suis très curieux de découvrir ce que Akane Torekai réserve à ses personnages. Dans un style totalement différent, il faut que je reprenne ma lecture du manga Songs of Life, un manga de musique sur le koto, avec le koto comme instrument de musique et personnage principal. C'est tout ce que j'aime, voilà. Il me semble qu'ils ont sorti une version anniversaire du Mari de mon frère de Tagame Gengoro. J'ai entendu que du bien de cette licence, je serais curieux de voir à quoi elle ressemble et ce qu'elle apporte cette édition anniversaire. Chez le Lézard Noir, les éditions de poche petit format avec jaquette semblent trouver leur public, de par la qualité de la fabrication, mais aussi de par les titres choisis. J'avoue être beaucoup moins enthousiaste qu'au début, mais je crois que c'est surtout qu'en ce moment, je redoute beaucoup l'accumulation de nouvelles séries. Alors j'ai besoin de prioriser mes achats, d'épurer ma collection, et pas de chance, ça tombe sur ces titres que je mets un peu en stand-by pour l'instant. Sinon, le Lézard Noir en ce moment ne jure que par Keigo Shinzo, et on peut dire qu'on est gâté ces derniers temps entre la parution de Hirayasumi qui suit son cours, la sortie du recueil d'histoires courtes No Reaction et la série en 4 tomes de La Planète Verte. Franchement, moi j'ai bien mangé. Puis ce qui a marqué la communauté du Lézard Noir, entre autres, c'est le décès de Kazuo Mesu. Alors, ça fait quand même un peu bizarre quand tu vois les sorties de ces titres qui continuent de paraître. Je me suis pris le tome 2 de La main droite du diable, la main gauche du dieu, je sais plus, bref. Mais en vrai, j'ai encore trop de bouquins à me procurer, et rien que d'y penser, ça me fait mal au cul. Alors, si je pouvais finir les Orochi et les Je suis Shingo, déjà j'aurais une petite satisfaction. Bref, paix à son âme, et qu'il ne s'inquiète pas pour sa famille, ici on n'a pas fini d'acheter du Umesu. Voilà. Chez IMHO, je ne sais pas ce qu'est devenu ce projet de facsimilé pour le manga La fillette de l'enfer. On attend des nouvelles.
Après, moi, mon kiff plus que tout autre auteur, c'est de retrouver Usamaru Furuya dans leur catalogue. Alors si j'hésite encore à me procurer la réédition de la musique de Marie, alors que je possède déjà la première édition parue chez Saka, en 2 tomes, j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer La Croisade des Innocents. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est une série en 3 tomes. Rien que pour la cover, je suis conquis, ça me donne envie. Sinon, il y avait aussi le projet de sortir une version intégrale de Shisakobe. Je ne sais pas si c'est fait, si c'est pas fait, si ça va se faire, sûrement. J'ai vu aucun retour dessus. J'aimerais bien le prendre en main à l'occasion. Chez Naban, les annonces 2025, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Comment j'ai hâte que la réédition de Subaru sorte avec le vœu pieux que sa suite Subaru Moon soit annoncée dans la foulée, et je parle même plus de tous les autres titres de Masahito Soda, que je souhaite voir édité en France, s'il vous plaît, pitié. Tant qu'à faire, je prie que Capita soit récupéré par une autre maison d'édition, à défaut d'un retour de Noévé Graphics. Faut dire qu'avec ses modestes moyens, Naban nous gâte, déjà en ayant remis au goût du jour Yas avec Arion et Venus Wars, et puis prochainement Jésus et Jeanne. Puis après avoir lu Destination Terra de Keiko Takemiya, j'attends avec impatience de découvrir le prochain titre de l'autrice annoncée par Naban. Chez Vega, déjà on sait plus trop comment les appeler, Vega, Vega Dupuis, Vega Livre, Vega tout court. Je vais rester sur Vega parce que là il y a trop de changements en trop peu de temps. Sinon après l'excellent Gundam The Origin vient de sortir Gundam Unicorn. Ouais je suis plutôt mitigé, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Par contre, j'espère qu'ils seront assez intelligents pour ne pas sortir toutes les séries Gundam dans la foulée, au risque d'indifférer les potentiels consommateurs par une surexploitation de la licence. Mais à part Gundam, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir ce qui change pour Vega depuis que Kadokawa est actionnaire majoritaire. Je suis curieux de voir ce que ça va leur rapporter et si ça va se voir à travers une nouvelle ligne éditoriale. Chez Mangetsu, Bragelonne iComics, on vous propose de répondre à un formulaire afin de devenir partenaire 2025. Pour cela, vous avez jusqu'au 1er décembre 2024 pour postuler. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 genres de prédilection, par exemple du roman de fantasy, du comics, du manga d'action, du manga tranche de vie et même de la littérature d'Asie. Puis ils vous tiennent au courant par mail après avoir donné les liens de vos réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok ou YouTube, ainsi que leurs chiffres bien sûr. Perso, j'aurais bien postulé pour les romans de fantasy, mais je ne prends hélas plus trop le temps d'en lire depuis que j'ai ma chaîne YouTube, et j'aurais pas été contre recevoir des comics, puisqu'ils sont hélas aujourd'hui, il faut le dire, trop souvent hors de prix. Mais ça aussi on va en parler plus tard. Au passage, il en est de même chez Urban Comics qui sur le même modèle propose lui aussi de répondre à un formulaire afin de devenir partenaire pour 2025. Alors pour ceux que ça intéresse, à vous de jouer. Profitons que je parle de comics comme d'une transition pour jeter un coup d'œil chez iComics. Le label iGraphics nous a proposé l'année dernière une édition plutôt chère de It's and Only at the Center of the Earth, ce qui n'est pas passé inaperçu puisqu'en plus les pages laissaient passer la lumière. Cette année, c'était au tour des intégrales des Tortues Ninja de défrayer la chronique puisque le volume 5 est amputé du crossover des Tortues avec les Ghostbusters. C'est dû à un souci avec les ayants droit, les nouveaux ayants droit. Néanmoins, c'est autour de 150 pages en moins pour une ristourne symbolique de 5 €. Le souci qui contrarie les consommateurs, c'est que ce détail n'a été révélé que le jour de la sortie de cette intégrale, qui hélas aujourd'hui n'en a plus que le nom. Mais quand vous croyez que c'est fini, il y en a encore. La capsule manga porte le coup fatal avec une publication sur son compte X, que je vous invite à aller voir pour plus de détails. D'ailleurs, je doute pas qu'il en parlera plus amplement lors de son prochain live, car il pointe l'édition française de Dawn Runner. Monsieur a quand même investi 50 €, près de 50 € pour la version collector en noir et blanc du titre. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de la feuilleter pour me tourner vers la version couleur, moitié moins chère. Moitié moins cher, oui, moitié moins cher avec la couleur. Seulement, en plus du prix, la capsule le montre très bien sur ses photos, la version noir et blanc perd beaucoup en détail à cause d'un manque cruel de contraste dans les noirs et blancs. Dans les gris, je sais pas. Mais si je prends le temps de vous parler de ça, c'est parce que le plus choquant reste à venir. Il faut savoir que des planches de nos éditions françaises sont rognées, que ce soit la version couleur ou noir et blanc. C'est-à-dire qu'ils ont coupé certaines cases soit en haut, soit en bas de la page, ce qui ampute les dessins originaux.
Et cet exemple est le plus flagrant et le plus dérangeant, car si j'ai déjà entendu des lecteurs de comics se plaindre de pas tout comprendre lors de certaines scènes d'action, bah ça peut un peu se comprendre s'ils ne prennent pas la peine de nous montrer la planche dans son intégralité. Disons que ça n'aide pas. Car là, il manque carrément les yeux du monstre, ce qui nous fait bien comprendre qu'il pourfend sa tête, ce qui était beaucoup moins évident sur sa version française. Mais ce rognage est aussi un peu vicieux dans les perspectives d'une case, qui au final n'a plus la même profondeur, un peu comme si celle-ci avait été zoomée. Et oui, zoomée. Vous allez voir, l'excuse, ça va être que c'est parce qu'on nous a proposé un format inédit et plus grand, et qu'il aura fallu adapter pour correspondre à un prix dit plus abordable. La même merde que Pika a fait avec la masterpiece de Rokoneshi Blues. Lorsqu'on a grandi d'un format Bunko, donc un petit format pour le publier en Kanzenban qui lui est un format plus grand, je ne vous refais pas un dessin. Et on va enchaîner avec mes dernières lectures manga. Alors, Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto, donc le tome 1. Volontairement, je ne savais pas grand-chose en ce qui concerne ce titre, si ce n'est que ça tournait autour d'un personnage qui gravite dans le monde de l'édition et du manga. Effectivement, on suit un éditeur ou un tanto qui pose sa démission car il semble ne plus prendre plaisir à travailler dans ce milieu. Il va se mettre à douter quant à son avenir jusqu'à même souhaiter revendre sa collection de mangas. S'il vit seul, avec un oiseau de compagnie avec qui il discute, ce n'est pas non plus un homme si solitaire que ça, malgré sa retraite, puisqu'il donne encore des conseils autour de lui. Lorsqu'il parle, on l'écoute, et il se déplace pas mal pour rencontrer des gens. Vous l'avez compris, c'est un manga dit tranche de vie, avec un trait typique du mangaka, toujours aussi riche en détails et en maturité. Je vous le dis de suite, j'ai adoré ma lecture, bien que je reste assez frustré de ne pas avoir pu enchaîner avec le tome 2. C'est un dessin où la poésie et la mélancolie du quotidien transpirent à grosses gouttes. Il est question d'une passion qui au final touche à l'intime, ça parle de manga, mais surtout de mangaka, des passions créatrices mises de côté à partir d'un certain temps, d'un certain âge, ou juste des aléas de la vie, sauf que cela n'a rien de pessimiste, ce qui est d'autant plus efficace lorsqu'on partage la passion du protagoniste pour le manga. Bref, très compliqué de revenir sur un manga de Taiyo Matsumoto, surtout sur un seul tome, sur les 3 prévus. Quel dommage que Kana n'ait pas sorti les 3 tomes dans un coffret pour tous les fanboys de l'auteur. Je ne sais pas si je recommanderais cette lecture à quelqu'un qui voudrait découvrir le mangaka. Pour ma part, je le trouve assez facile d'accès. Presque possible qu'il y ait de meilleures portes d'entrée afin de se familiariser à la sensibilité du mangaka. J'ai également lu Planète Verte tome 1 et 2 de Keigo Shinzo. En matière de SF, je me suis fait plaisir avec la fin de la série Black Science et l'intégrale de Fear Agent de Rick Remender. Alors étrangement, avec Planète Verte, j'avais encore l'impression de lire du comics. Néanmoins, on retrouve tous les pontifs qui font qu'on reconnaît un manga de Keigo Shinzo au premier regard. Déjà de par son dessin, évidemment. Celui-ci a été dessiné entre Summer Life et Tokyo Allen Bro, et ça se voit. Et il comptera 4 tomes. J'aime beaucoup le ton de ce récit et je suis les aventures de ce livreur de l'espace qui s'est écrasé sur une planète composée d'amphibiens, mais pas que. Il y a un ton désinvolte et parfois un peu grotesque, avec un peu d'action, ce dont on n'est pas trop habitué avec l'auteur, mais ça passe bien. Je trouve le rythme toujours bien maîtrisé et si vous aimez l'auteur au-delà de Hirayasumi, vous ne serez pas déçus. J'ai également lu le tome 1 de Gundam Unicorn. C'est du Gundam avec la recette des licences Gundam. Mais ça n'a pas pris sur moi. Ça n'a pas pris sur moi alors que j'ai adoré The Origin. Le caractère design des robots sont ok, ils sont bien dessinés, ils ont un bon volume et tout. Mais alors le reste, je trouvais ça plat, voire un peu fade. Et si les scènes de combat entre Mobile Suit ont l'air assez sympa, en vrai on comprend pas grand chose. Parce que qui est qui fait quoi, qui est avec qui, et qui se bat contre qui. Mais surtout qui est dans tel ou tel Mobile Suit. Très compliqué, en noir et blanc en tout cas, de déchiffrer tout ça. C'est un spin-off de Gundam qui a le goût d'un spin-off. Alors vous me direz que c'est peut-être pas un spin-off, c'est une série à part entière. Donc si vous y allez, c'est en connaissance de cause. Perso, je m'arrêterai là. J'ai également lu Smile, tome 1, paru chez Mangetsu. C'est l'histoire d'une secte qui véhicule leur doctrine via le rire. Je ne vous cache pas que je suis un peu déçu, je trouve le récit un peu superficiel, la narration un peu facile, j'aurais aimé plus de tension mais aussi de tentation. Le trait manque un peu de matière si ce n'est lors des rires déments, après ça reste un tome 1, puis je comprends très bien que ça puisse plaire. À l'occasion je pourrais être tenté par lire le tome 2 et revenir sur ma position, bien que je ne sois pas hype plus que ça.
Peut-être aussi que je trouve à ce manga trop de facilité scénaristique, au point qu'il pourrait en finir en 3 tomes max. Je vois qu'il y a 9 tomes en cours au Japon, on n'est donc pas à l'abri de quelques rebondissements. J'ai également lu PTSD Radio, également chez Mangetsu. Alors je vais être transparent avec vous, en tournant les premières pages, j'étais assez déçu du format que proposait la narration. Des petites scènes de 2-3 pages qui me donnaient l'impression de lire un recueil de petites scénettes, sans véritable chute en plus, sauf qu'au fur et à mesure qu'on tourne les pages, la narration prend forme. Les histoires se rejoignent autour des personnages plus ou moins récurrents, puis le récit prend forme au fur et à mesure qu'on découvre l'entité qui hante nos protagonistes. Une espèce de truc qui semble surkiffer les cheveux des autres. Au final, il y a vraiment de bonnes scènes typiques du Japan Horror, du J-Horror. Ce premier tome est réussi et appelle à découvrir le prochain à paraître avec intérêt. Alors comme je vous ai dit, je me suis fait d'autres petits achats mais j'ai pas eu le temps de lire. Je me suis procuré le Didu Gunji et en version numérique, je me suis pris l'Internat des Fleurs, Shinkiraki, Jalouse, Les Enfants de l'Empire, La Vie d'Utama et Là où la mer murmure. Mais ce sont que des titres que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Par contre, en ce qui concerne les séries en cours, j'ai lu le tome 25 de Awashi, un tome qui fait l'apologie des personnages clés de l'équipe de l'Espérion. Une évolution est en marche avec Ashito faisant le lien entre tous ses coéquipiers. Enfin, le sous-titre The Playmaker prend tout son sens. Mais je ne vous cache pas qu'après toute cette effervescence dans cette seconde mi-temps autour de cette équipe, je ne vous cache pas que je crains le retour de bâton au prochain tome. En attendant, c'est que du kiff. Ce titre fera partie du panthéon des mangas sur le foot, ne serait-ce que pour son approche technico-tactique. La marche va être haute pour B-Blues, qui je l'espère apportera sa petite touche perso. J'ai également lu le tome 6 de Blue Giant Explorer. Disons-le, cette licence s'apparente à ce qui se fait de mieux. Et lorsque je dis ça, c'est au-delà du simple manga sur la musique. Si le jazz a une place prédominante dans ce récit suffisamment forte pour nous donner envie d'écouter du jazz, c'est aussi tous les à côté des aventures de Dai. Ses rencontres, ses déboires, ses recherches de partenaires pour former un groupe, ses tentatives pour avoir l'occasion de jouer devant un public, mais c'est bien évidemment aussi ses succès. La lecture d'un tome de Blue Giant s'est toujours révélée être sensationnelle. Il est rare de ne pas se faire attraper émotionnellement à cause d'une case ou d'un dialogue, quand ce n'est pas lorsqu'une planche est tout ce qu'il y a de plus épique. Dans cette saison, on peut sentir que l'auteur cherche à faire évoluer Dai dans son jeu en lui donnant des nuances, et dans ce tome, on retrouve notre ami dans le rôle du professeur particulier remplaçant qui accompagne ses élèves pour une représentation publique. Et ça fait mouche, je vous le dis, je ne peux pas attendre le jour de sa sortie. Je télécharge sa version numérique à 1h du matin afin de le lire dès que je peux. Puis j'achète le tome par sa suite lorsque je me déplace dans une grande ville où j'ai des chances de tomber dessus, soit je le commande avec d'autres bouquins pour qu'il me soit livré. Blue Giant Supreme, Blue Giant Explorer, c'est plus fort que moi. J'ai également lu le tome 5 de Subute. Lorsque dans le live avec tous les copains, je vous parlais du Saint Seiya Final Edition et de Kojiro no Fuma, sorti le mois dernier, je faisais référence au Kurumada Spirit, que je trouvais inégalé, et ce, quelle que soit la qualité des spin-offs autour de cette licence. Avec Fujita, c'est exactement la même chose. Dans ces shonen, il y a un Fujita Spirit, mais inimitable. J'aime bien parce que à chaque fois qu'on commence une série du mangaka, il nous sort toujours des trucs un peu farfelus, un peu tirés par les cheveux, voire un peu niais sur le coup. Puis les tomes s'enchaînent et à chaque fois, tout a un sens chez lui. En vrai, son récit est carré, plein de rebondissements, grâce à de savants foreshadowing. Tiens, pour le coup, c'est l'antithèse de Kurumada. Chez Fujita, ces récits donnent peut-être l'impression d'être écrits par-dessus la jambe, puis on verra après. Ils se révèlent systématiquement bien pensés, réfléchis et en perpétuelle évolution, et tout cela dans une parfaite cohérence. Et Subute, c'est ça, une histoire qui démarre sur un délire de maison hantée qu'il faut absolument détruire, mais qui résiste à un bombardement. Tu dis ça, tu te dis bon, on est où là? Puis l'un des personnages principaux, il a trop un pouvoir un peu bizarre avec son bras qui ressemble à une foreuse. Puis tu arrives au tome 4 et au tome 5, et tu prends déjà une autre envergure, ça y est, on rigole plus. Puis j'aime retrouver un peu tous ces alliés et antagonistes qui gravitent autour de nos persos principaux. Ça me rappelle les bons moments passés devant Karakuri Circus. Et ce que j'aime plus particulièrement dans ces deux derniers tomes sortis, c'est que le perso principal, le dessinateur raté, au final, celui qu'en tant qu'adulte on s'identifie le plus,
commence vraiment à prendre de l'envergure, alors que tout le monde pensait qu'il servait à rien, et ça c'est bon. J'ai également lu le tome 3 de Ninepix, je vais être très bref, du Furio 100% pur jus, avec des persos charismatiques, des dessins soignés de bout en bout, des petites bastons bien sympas, dans une époque qui est un peu l'âge d'or du Furio, ce qui donne du sens à ce voyage dans le temps. La seule crainte, c'est qu'à un moment, cette histoire de voyage dans le temps prenne trop de place. Pour l'instant, ce ressort scénaristique sert vraiment une histoire de fond qui permet juste de projeter notre héros aux côtés de son père. Faites que ça reste comme ça, et c'est tant mieux. Après, je ne serais pas contre un peu plus de drame à l'avenir, mais sachons apprécier les choses à sa juste valeur, et ce Ninepix, c'est une valeur sûre du Furio, qui a en plus tout ce qu'il faut pour toucher le grand public. Petit truc, et pas des moindres, dont je n'avais pas fait attention, le tome est à moins de 7 €, chose devenue trop rare pour ne pas le signaler, alors foncez. J'ai également lu le tome 10 de Holy Land. Après les Furios, on passe aux Yankees. Dans ce tome 10, mais ça avait déjà commencé dans le tome 9, notre petit génie des combats de rue s'essaie un peu malgré lui, comme d'habitude, au sport de combat face à des pratiquants pas forcément bien intentionnés. Après avoir remis les pendules à l'heure à un pratiquant de karaté, mais dans son royaume qu'est la rue, c'est au pratiquant de boxe de vouloir se faire mousser en provoquant un peu notre jeune ami qui lui ne connaît pas du tout les règles et la manière dont on appréhende une confrontation. Je kiffe toujours autant ma relecture de ce titre avec cette impression de le redécouvrir. Au final, j'avais pas le souvenir que ce manga était un guide pratique de la self-défense. Je sais que cette narration peut en gonfler certains. Dans les faits, dites-vous que c'est la personne qui a inspiré physiquement le personnage de Guts dans Berserk, qui vous apprend à vous battre ou juste à appréhender les combats et vous donner suffisamment de confiance pour vous défendre. Mais on rappellera jamais assez que contre un couteau, on n'est pas dans un manga et que la seule chose à faire, c'est d'éviter une telle confrontation, quitte à vous enfuir. J'ai également lu le tome 2 de Jimbo Show Sisters. Ce tome 2 confirme que ce titre fait partie de mes licences préférées chez Mangetsu, un pur récit tranche de vie où on suit trois sœurs qui vivent ensemble, dont l'une qui a repris la librairie de son grand-père dans le fameux quartier de Jimbo Show, connu pour être le quartier des libraires. Je ne m'ennuie pas une seconde à la lecture de ce récit. Ce trio de sœurs me fait penser au casting du manga Kamakura Diary, ainsi qu'à celui de Cat Size. Il y a une homogénéité entre elles, difficile de ne pas tomber sous le charme de leur quotidien, puis j'apprécie particulièrement les dessins, et vivement la suite. Je me suis également fait plaisir en me relisant le tome 6 de Slam Dunk dans sa perfecte édition. Dans ce tome, on est clairement en plein manga Furio. Le personnage de Mitsui arrive avec sa bande de potes pour foutre la merde dans le gymnase du club de basketball. À travers un flashback, on revient sur son passé de basketteur au sein du club. Spoil qui n'en est pas un. Une fois l'équipe au complet, le récit va devenir ce manga de sport bien badass porté 100% sur le basketball. Et fort heureusement, il ne perdra rien de cet humour qu'il aura su emprunter au mec Tsukasa Ojo. C'est bien dommage que certaines personnes qui adorent Tsukasa Ojo ne reconnaissent pas cet humour. Je vais vous montrer un petit exemple, ce pourquoi la frontière entre le comics et le manga est vraiment maintenant trop fine. Il suffit de voir mes achats fin novembre, ce que je compte faire, ou je pourrais peut-être faire. Vous voyez un coffret Rumiko Takahashi, 42 €. Vous voyez l'édition Gracefield de TPN, 20 €. A Girl, 17 €. Venus Wars, 25 €. Jesus, 30 €. La Croisade des Innocents, 14 €. Parfois, plutôt que racheter des rééditions, autant acheter des comics. Petit point sur Angoulême 2025. Cette année, il ne semble pas y avoir d'expo manga prévue au musée de la ville. Par contre, il a enfin été annoncé une expo majeure sur Gutanabe et Lovecraft. Elle sera exposée à l'espace Franklin, là où est exposé Junji Ito et Hiroaki Samura les années précédentes. Et je parle d'une expo majeure, car c'est bien celle-ci qui aura droit au fameux catalogue d'exposition qui s'annonce d'ores et déjà incontournable. Puis, vu que ça touche un public assez large, comics, BD, romans fantastiques, littérature, je crains une rupture de stock dès le deuxième jour, comme ce fut le cas pour celui de Shigeru Mizuki. Vous serez prévenu de passer par à côté. Nous avons aussi la confirmation des 3 masterclass avec Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, Kamome Shirahama, l'autrice de l'Atelier des Sorciers, ainsi que Gutanabe, l'auteur des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une expo sur Superman, ce qui peut se révéler très intéressant à découvrir, alors que beaucoup de titres vont sortir ces mois-ci, qu'il y a le film qui va sortir bientôt. Voilà, j'en viens presque à regretter d'avoir loupé celle de Batman d'ailleurs.
Comme chaque année, des auteurs de comics sont prévus, dont Tom Taylor, à qui l'on doit l'écriture de Nightwing Infinite et Dark Knights of Steel, pour citer que les plus récents, mais aussi Frank Quitely qui a signé les dessins du All-Star Superman, et il y a d'autres auteurs, machin truc, mais celui que je souhaite vraiment rencontrer pour une dédicace, c'est John Romita Jr., à qui l'on doit les dessins de Kick-Ass et Wolverine in Medita avec Millar, L'Homme sans peur avec Frank Miller et le Daredevil de Ann DeSanti, ainsi que plein de Spider-Man, dont The Amazing Spider-Man avec Straczynski, et bien sûr que j'en passe puisqu'on parle d'un dessinateur prolifique. Une fois n'est pas coutume, je vais m'attarder un petit peu sur les animés de saison. Il y a bien longtemps que je m'octroyais plus un petit rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche pour me mater en simulcast les animés du moment. Mon petit plaisir, c'est de retrouver les nouveaux épisodes de Dan Dadan. Rien à dire, nickel. Je pense que la critique est unanime et totalement évident pour tous ceux qui sont au moins à jour sur l'édition française. Je suis accro de MF Ghost, même s'il souffre d'un léger problème de rythme à chaque fois que ça s'attarde sur les nénettes en petites culottes. Vraiment, c'est d'un gringe et ça apporte rien si ce n'est de vous frustrer, parce que les courses et les prises de vue, c'est le feu, et qu'on n'a rien à battre, mais alors rien à battre des gros luches qui racontent leur vie à moitié à poil. On attend avec impatience que le manga soit licencié en France, malgré l'historique d'Initial D chez Kazé. C'était pas foufou niveau vente si j'ai bien compris. Je suis également Shangri-La Frontière, que j'aime trop, mais comment j'ai hâte que ça rattrape la parution française, car je suis trop frustré à chaque fin de tome. Actuellement on est au 14e tome, et même si on est dans un autre jeu que le Shangri-La Frontière depuis 2-3 tomes, ça n'en reste pas moins captivant. Il y a aussi Ranma 1/2, excellente nouvelle adaptation. En vrai, je ne sais pas si ça nécessitait vraiment... une. Je trouvais que la précédente avait pas trop mal vieilli, mais on va pas se plaindre. A noter que son opening ne déçoit pas, il fallait bien ça pour être à la hauteur des attentes, car l'animé précédent avait mis la barre haute quand même. Puis il y a Dragon Ball Daima. Alors même si après la surprise du premier épisode, je trouve que la série manque de rythme et que le schéma narratif reprend un peu trop celui de GT, néanmoins j'espère encore quelques surprises. Le monde des démons, je trouve ça cohérent avec l'univers Dragon Ball. Juste il faudrait que le rythme s'améliore, histoire de rendre ces aventures un peu plus palpitantes, comme pouvait l'être Dragon Ball à l'origine. Alors non, je ne suis pas les sorties de Blue Lock, de MHA, de Blue Box, de Criminel Fiançailles, du Mouvement de la Terre, de Ron Kamunashi, de Trillium Game et de tout ce qui est dispo en simulcast, soit sur Crunchyroll, soit sur Netflix. Mais c'est déjà pas mal. Par contre, il faut absolument qu'il propose une VF, un doublage français à Dragon Quest, la caisse de Dice sur Crunchyroll, que je puisse mater ça avec mon gamin. Sinon, à côté de mes rendez-vous du dimanche, je me suis maté Look Back, qui est dispo sur Amazon Prime, et j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Très intéressant comment certaines scènes du manga ont pris vie. Mais mon véritable coup de cœur en matière de film d'animation, ça a été Inuo, que j'ai enfin regardé en VOD sur Canal+. J'ai adoré la proposition. Mon graphique, j'en doutais pas vu qui est à la manette, mais les délires musicaux avec toutes les refs que cela comportait, j'ai trouvé ça génial. Dommage que le vinyle soit plus disponible à la vente, il aurait rejoint celui de Blue Giant que j'ai acheté dernièrement, après avoir vu le film, pareil, en VOD. Et prochainement, je compte prendre le temps de me plonger dans la saison 2 de Arcane. Il faut dire qu'il s'est fait désirer celui-là. Voilà, on conclut l'émission avec une reco manga et par la suite une reco comics, mais de préférence avec des titres dont je n'ai pas parlé en vidéo ces derniers temps. Et j'ai pensé pour le manga à La musique de Marie. IMHO vient de rééditer ce manga dans un format intégral. À mon goût, il fait partie des meilleurs récits du maître Usamaru Furuya. Si ce dernier nous a plus habitués à lire des histoires plutôt malaisantes, le plus souvent ancrées dans un courant littéraire qui est l'Eroguro, avec des titres tels que Lichari Carry Club ou Garden, tous deux édités chez IMHO, on lui doit aussi une excellente adaptation du roman d'Osamu Dazai, La déchéance d'un homme, que personnellement j'ai préféré à celle de Junji Ito. Avec La musique de Marie, il faut reconnaître qu'il nous prend à contre-pied car on est loin de ces univers plus ou moins sordides. Déjà, l'histoire se situe dans un monde qui ne répond pas vraiment au même code que le nôtre, avec cette impression de microcosme, dans une société où règne la paix et l'harmonie. C'est un monde qui ne cherche pas à évoluer. C'est un monde qui ne cherche pas à évoluer en matière de nouvelles technologies, qui utilise encore des rouages et autres pièces mécaniques, ce qui donne cette atmosphère steampunk
que perso j'aime beaucoup. Et c'est l'histoire de Kai, un orphelin qui a la faculté de voir dans le ciel une déesse mécanique du nom de Marie. Son amie Fifi a grandi avec Kai, elle est habituée que ce dernier voie la déesse, mais depuis peu, il entend également sa musique. Kai se demande si la musique qui émane de Marie lui est adressée et s'il a un rôle à jouer, un rôle existentiel. On va donc suivre nos deux amis à la recherche de réponses. C'est un récit au premier abord un tantinet fantastique et quelque peu onirique qui au final vous réservera quelques surprises. Si je vous le recommande, c'est bien évidemment parce que j'ai adoré cette lecture. Je trouvais même qu'il était en 2 tomes lorsqu'il était édité par Saka, donnait du sens à l'évolution de l'histoire. IMHO propose une intégrale, mais du peu que j'en ai vu, il semble y avoir apporté un soin tout particulier. Sur le dos, on peut percevoir des rouages dorés et tout. Je ne vous cache pas que je suis tenté par me procurer cette nouvelle édition. Quoi qu'il en soit, vous ne passez pas à côté de ce titre, de nouveau disponible grâce à cette réédition. Et en ce qui concerne les comics, ma recommandation ce sera Scalped Intégral, donc le tome 1. J'ai hésité entre 100 Bullets et Scalped, qui sont tous deux des rééditions intégrales, un grand format chez Urban provenant du label Vertigo. Vertigo, une collection DC Comics qui se veut plus adulte dans ses thèmes, avec un contenu qui peut impliquer une bonne dose de violence et de sexe. Bon, j'ai opté pour Scalped, mais vous avez compris que les deux valent le coup. Après, c'est plus une question de budget, sachant qu'une intégrale coûte en moyenne autour de 40 €, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Alors, l'histoire de Scalped se situe à Prairie Rose, une réserve indienne qui s'apprête à ouvrir son casino. On suit Dashiell, Bad Horse, qui revient au bercail après 15 ans d'absence, et bien évidemment, rien n'a changé depuis son départ où la pauvreté, l'alcoolisme, le trafic, le désespoir est à son paroxysme. Tout est crade et poisseux, ça le dessinateur R.M. Guerra arrive très bien à nous le représenter avec son trait gras et irrégulier. On découvre une population qui souffre d'une crise d'identité, des Amérindiens tantôt fiers de ses origines, tantôt qui se renient dans la dépravation. Déjà dans Southern Bastard, un autre récit du scénariste Jason Aaron, réédité lui aussi dans ce format intégral, nous plonge dans un environnement qu'il connaît bien puisqu'il en vient. Ces États du Sud, souvent la caricature de cette Amérique arriérée, raciste, retranchée sur lui-même et n'appréciant pas les étrangers et autres citadins des grandes villes. Avec Scalped, Jason Aaron nous enfonce toujours plus loin dans une communauté qui souffre et se fait souffrir. Bad Horse, donc le héros, l'anti-héros, va très vite se faire remarquer et se faire engager par la police tribale du chef Red Crow, qui est aussi le futur propriétaire du casino et disons-le, le caïd, mais vraiment le caïd de la réserve. Il dirige l'ensemble des trafics d'alcool et de drogue. Oubliez tout manichéisme, les gentils sont méchants. Et s'ils ne le sont pas, c'est soit qu'ils sont déjà morts, qu'ils ne vont pas tarder à l'être. Les méchants sont parfois pas si vilains, mais un peu beaucoup quand même. Grosso modo, dans ce comics, on retrouve que des enfoirés. Bien sûr, il y a du background, que s'est-il passé il y a plus de 15 ans, que s'est-il passé pendant ces 15 ans et comment tout ça va finir. J'ai rarement été aussi stressé lors de mes lectures. C'était pas sans me rappeler la série télé Un flic dans la mafia, ou ainsi que les films Denis Brasco ou Infernal Affairs qui a en plus inspiré Les Infiltrés pour ceux à qui ça parle plus. Sauf que dans Scalped, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de lien d'amitié qui se crée. Ton ex, qui est en plus la fille du chef, bah, elle se prostitue dans toute la ville et Bad Horse, bah, il passe derrière quand même, alors qu'elle s'est même pas encore habillée. C'est violent, ça heurte, et on a trop peur que ça parte encore plus en couille. Bien sûr, ça a ce côté un peu caricatural des années 90, avec du gunfight testoronné. Alors, je ne sais pas ce que me réserve la suite. En tout cas, ce premier tome est vraiment généreux, mais clairement, âme sensible, ça se tenir. C'est pour lecteurs avertis. Et vous êtes avertis, pour ne pas dire majeurs et vaccinés. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. On se dit à bientôt et je compte sur vous pour être présent samedi 30 novembre à partir de 21 h. Ce sera une émission radio libre dans laquelle je recevrai des membres de la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt.